Mon emménagement fut facile. Je trouvai rapidement des meubles, me réabonnai à une box SFR. J'étais décidé à rester fidèle à cet opérateur, fidèle jusqu'à la fin de mes jours. C'était une des choses que la vie m'avait apprises. Leur offre sportive, cependant, m'intéressait moins. Je m'en rendis compte au bout de quelques semaines. Je vieillissais, c'était normal, je devenais moins sportif. Il demeurait cependant, dans le bouquet SFR, bien des pépites, sur le plan culinaire en particulier. Je devenais maintenant un bon vieux gros bonhomme, un philosophe épicurien, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'Épicure avait d'autre en tête, au juste? En même temps, un quignon de pain rassis et un filet d'huile d'olive, c'était un peu limité. Il me fallait des médaillons de homard et des Saint-Jacques avec leurs petits légumes. J'étais un décadent moi, pas un pédé rural grec. Vers la mi-octobre, je commençais à me lasser des émissions culinaires, irréprochables pourtant, et ce fut le vrai début de ma descente. Je tentais de m'intéresser aux débats de société, mais cette période fut décevante et brève. L'extrême conformisme des intervenants, la navrante uniformité de leurs indignations et de leur enthousiasme étaient devenus tels que je pouvais à présent prévoir leurs interventions non seulement dans leurs grandes lignes, mais même dans le détail. En réalité, au mot près, les éditorialistes et les grands témoins défilaient comme d'inutiles marionnettes européennes. Les crétins succédaient aux crétins, se congratulant de la pertinence et de la moralité de leurs vues. J'aurais pu écrire leur dialogue à leur place, et je finis par éteindre définitivement mon téléviseur. Tout cela n'aurait fait que m'attrister davantage si j'avais eu la force de continuer. Cela faisait longtemps que j'avais le projet de lire La montagne magique de Thomas Mann. C'était, j'en avais l'intuition, un livre funèbre, mais après tout, cela convenait à ma situation. C'était sans doute le moment. Je m'y plongeai donc, avec admiration d'abord, puis avec une réserve croissante. Même si son étendue, ses ambitions étaient considérablement plus grandes, le sens ultime de l'ouvrage était au fond exactement le même que celui de Mort à Venise. Pas davantage que ce vieil imbécile de Goethe, l'humaniste allemand tendance méditerranéenne, l'un des plus sinistres radoteurs de la littérature mondiale. Pas davantage que son héros Aschenbach, largement plus sympathique pourtant. Thomas Mann, Thomas Mann lui-même, et c'était extrêmement grave, avait été incapable d'échapper à la fascination de la jeunesse et de la beauté, qu'il avait finalement placé au-dessus de tout, au-dessus de toutes les qualités intellectuelles et morales, et devant lesquelles il s'était au bout du compte lui aussi, sans la moindre retenue, abjectement vautré. Ainsi, toute la culture du monde ne servait à rien. Toute la culture du monde n'apportait aucun bénéfice moral ni aucun avantage, puisque dans les mêmes années, exactement dans les mêmes années, Marcel Proust concluait, à la fin du temps retrouvé, avec une remarquable franchise, que ce n'était pas seulement les relations mondaines, mais même les relations amicales qui n'offraient rien de substantiel, qu'elles étaient tout simplement une perte de temps, et que ce n'était nullement de conversations intellectuelles que l'écrivain, contrairement à ce que croient les gens du monde, avait besoin, mais de légers amours avec des jeunes filles en fleurs. Je tiens beaucoup à ce stade de l'argumentation à remplacer jeune fille en fleurs par jeune chatte humide. Cela contribuera, me semble-t-il, à la clarté du débat, sans nuire à sa poésie. Qu'y a-t-il de plus beau, de plus poétique qu'une chatte qui commence à s'humidifier? Je demande qu'on y songe sérieusement avant de me répondre une bite qui entame son ascension verticale? Cela pourrait se soutenir. Tout dépend, comme beaucoup de choses en ce monde, du point de vue sexuel que l'on adopte. Marcel Proust et Thomas Mann, pour en revenir à mon sujet, avaient beau posséder toute la culture du monde. Ils avaient beau être à la tête en cet impressionnant début du XXe siècle, qui synthétisait à lui seul 8 siècles et même un peu plus de culture européenne, de tout le savoir et de toute l'intelligence du monde. Ils avaient beau représenter, chacun de leur côté, le sommet des civilisations françaises et allemandes, c'est-à-dire des civilisations les plus brillantes, les plus profondes et les plus raffinées de leur temps. Il n'en était pas moins resté à la merci et prêt à se prosterner devant n'importe quelle jeune chatte humide ou n'importe quelle jeune bite vaillamment dressée suivant leurs préférences personnelles. Thomas Mann demeurant à cet égard indécidable et Proust au fond n'étant pas très clair non plus. La fin de la montagne magique était ainsi encore plus triste que la première lecture ne le laissait apparaître. Elle ne signifiait pas seulement par la plongée en 1914 dans une guerre aussi absurde que meurtrière entre les deux plus hautes civilisations de l'époque, la faillite de toute idée de culture européenne. Elle signifiait même, par la victoire finale de l'attraction animale, la fin définitive de toute civilisation, de toute culture. Une minette aurait pu rendre Red dingue Thomas Mann. Rihanna aurait fait flasher Marcel Proust.
Ces deux auteurs, couronnement de leur littérature respective, n'étaient, pour le dire autrement, par des hommes honorables, et il aurait fallu remonter bien plus haut, au début du 19e siècle sans doute, au temps du romantisme naissant, pour respirer un air plus salubre et plus pur. Encore cela pouvait-il se discuter. Cette pureté, Lamartine n'était au fond qu'une sorte d'Elvis Presley. Il avait la capacité par son lyrisme de faire craquer les gonzesses. Au moins ses conquêtes furent-elles gagnées au nom du lyrisme pur. Lamartine se déhancha avec davantage de modération qu'Elvis. Enfin, je le présume, il faudrait pouvoir examiner des documents vidéo inexistants à l'époque. Mais cela n'avait pas une importance énorme. Ce monde, de toute façon, était mort. Il était mort pour moi, et pas seulement pour moi, il était simplement mort. C'est finalement dans la lecture plus accessible de Sir Arthur Conan Doyle que je trouvais un certain réconfort. Outre la série des Sherlock Holmes, Conan Doyle était l'auteur de nombre impressionnant de nouvelles, d'un agrément de lecture constant et même souvent franchement palpitante. Il avait été toute sa vie un exceptionnel page-turner et sans doute le meilleur de l'histoire littéraire mondiale. Mais cela ne comptait sans doute pas beaucoup à ses propres yeux. Là n'était pas son message. La vérité de Conan Doyle était qu'on sentait à chaque page vibrer la protestation d'une âme noble, d'un cœur sincère et bon. Le plus touchant était sans doute son attitude personnelle à l'égard de la mort. Écarté de la foi chrétienne par des études médicales, de matérialisme désespérant, confronté toute sa vie à des pertes répétées, cruelles, dont celle de ses propres fils, sacrifié au dessein guerrier de l'Angleterre, il n'avait pu en dernier ressort que se tourner vers le spiritisme, espoir dernier, consolation ultime de tous ceux qui ne parviennent ni à accepter la mort de leurs proches, ni à s'adhérer à la chrétienté. Dénué de proches, il me semblait pour ma part que j'acceptais de plus en plus facilement l'idée de la mort. Bien entendu, j'aurais aimé être heureux, accéder à une communauté heureuse. Tous les humains veulent ça. Mais enfin, c'était vraiment hors sujet à ce stade. Début décembre, j'ai acheté une imprimante photo ainsi qu'une centaine de boîtes de papier Epson Mat au format 10 par 15 cm. Parmi les quatre murs de mon studio, l'un était occupé par une baie vitrée à mi-hauteur dont je maintenais les volets roulants fermés et par un grand radiateur en dessous. L'espace du second était réduit par mon lit, une table de chevet, deux bibliothèques demi-format. Le troisième mur était presque entièrement libre, à l'exception d'une ouverture conduisant à l'entrée, au coin salle de bain sur la droite, au coin cuisine sur la gauche. Seul le quatrième mur en face de mon lit était entièrement disponible. En me limitant par commodité aux deux derniers murs, je disposais d'un espace d'exposition de 16 mètres carrés. Compte tenu d'un format de tirage de 10 par 15 cm, je pouvais exposer un peu plus de 1000 photos. Il y en avait un peu plus de 3000 sur mon ordinateur portable, qui représentait l'intégralité de ma vie. En choisir une sur trois, cela me paraissait raisonnable, très raisonnable même, et me donnait l'impression que j'avais plutôt bien vécu. Elle s'était quand même déroulée étrangement à bien y regarder ma vie. Au fond, pendant plusieurs années après ma séparation avec Camille, je m'étais dit que nous allions tôt ou tard nous retrouver, que c'était inévitable puisque nous nous aimions, qu'il fallait, comme on dit, laisser cicatriser les choses, mais que nous étions encore jeunes, que nous avions toute la vie devant nous. Maintenant, je me retournais et je m'apercevais que la vie était finie, qu'elle était passée à côté de nous sans vraiment nous faire de grands signes, puis qu'elle avait repris ses cartes avec discrétion et élégance, avec douceur, qu'elle s'était tout simplement détournée de nous. Vraiment, à y regarder de près, elle n'avait pas été bien longue, notre vie. Je souhaitais en quelque sorte réaliser un mur Facebook, mais à mon usage personnel. Un mur Facebook qui ne serait jamais vu que par moi et très brièvement par l'employé de l'agence immobilière qui aurait à évaluer mon appartement à la suite de mon décès. Il serait un peu surpris, puis il jetterait tout ça à la poubelle et sans doute prévoirait un lessivage pour éliminer les traces de colle sur les murs. La tâche était aisée grâce aux fonctionnalités des caméras modernes. À chaque de mes clichés était associée l'heure et la date de la prise de vue. Rien n'était plus simple que de réaliser un tri selon ces critères. Aurais-je activé sur mes appareils successifs la fonction GPS que j'aurais également pu, avec certitude, retrouver les lieux. Mais cela en vérité était inutile. Je me souvenais des lieux de ma vie, je m'en souvenais même parfaitement, avec une précision chirurgicale inutile. Ma mémoire des dates était plus incertaine. Les dates étaient sans importance. Toute chose qui avait eu lieu avait lieu pour l'éternité. Je le savais maintenant. Mais il s'agissait d'une éternité fermée,
inaccessible. J'ai mentionné dans le cours de ce récit certaines photos, deux avec Camille, une avec Kate. Il y en avait d'autres, un peu plus de 3000 autres, d'un intérêt beaucoup moins grand. C'était même surprenant de constater à quel point mes photos étaient médiocres. Ces clichés touristiques, à Venise ou à Florence, exactement semblables à deux de centaines de milliers d'autres touristes, à ceux de centaines de milliers d'autres touristes, pourquoi avais-je cru bon de les prendre? Et qu'est-ce qui avait bien pu m'inciter à faire développer ces images banales? J'allais cependant les coller, chacune à sa place, sur le mur, sans espérer qu'il s'en dégage une bonté, une beauté ni un sens. Mais j'allais quand même continuer jusqu'au bout parce que je pouvais le faire. Matériellement, je pouvais le faire. C'était une tâche physiquement à ma portée. Par conséquent, je le fis. Je finis moi aussi par m'intéresser au décompte des charges. Elles étaient extraordinairement élevées dans ces cours du 13e arrondissement, ce que je n'avais pas anticipé et qui allait interférer avec mon plan de vie. Il y a encore quelques mois seulement, une année entière, voire deux, je ne parvenais plus à associer de chronologie à ma vie. Seules quelques images survivaient au milieu d'un néant confus. Le lecteur attentif complétera. Enfin bref, au moment où je décidais de disparaître, de m'éloigner définitivement du ministère de l'Agriculture comme de Yuzu, j'avais encore la sensation d'être riche et que l'héritage de mes parents me permettrait un temps de vie illimité. Il restait à présent sur mon compte un peu plus de 200 000 euros. Naturellement, il était hors de question que je prenne des vacances. Des vacances pour quoi faire? Du funboard, du ski alpin et dans quel cadre? Une fois, dans un club quelconque de Fuerteventura où j'étais parti avec Camille, j'avais croisé un type qui était venu seul. Il dînait seul et il dînerait seul, de toute évidence, jusqu'à la fin de son séjour. Il avait une trentaine d'années, c'était un Espagnol, me semblait-il, physiquement pas mal et sans doute d'un niveau social acceptable. On l'imaginait guichetier dans une banque. Le courage qu'il devait journellement déployer, en particulier à l'heure des repas, m'avait sidéré, m'avait presque plongé dans la terreur. Je ne partirais pas non plus en week-end. Les hôtels de charme, c'était terminé pour moi. Aller seul dans un hôtel de charme, autant se tirer une balle. J'avais eu un vrai moment de tristesse en rangeant mon G350 dans ce parking sinistre, au troisième sous-sol, qui était vendu avec mon appartement. Le sol était répugnant et gras. L'atmosphère nauséabonde, des épluchures de légumes traînaient çà et là. C'était une bien triste fin pour mon vieux G350. La réclusion dans ce parking sale et glauque, lui qui avait dévalé des chemins de montagne, traversé des marécages, passé des gués, lui qui avait un peu plus de 380 000 kilomètres au compteur et qui ne m'avait à aucun instant déçu. Je ne pensais pas davantage faire appel à des escortes. D'ailleurs, j'avais perdu la feuille que m'avait remise le docteur Azote. Au moment où je m'en aperçus, où je me dis que je l'avais probablement oublié dans ma chambre de l'hôtel Mercure, j'eus un instant d'inquiétude à l'idée qu'Audrey avait pu tomber dessus, que son estime pour moi avait pu en être altérée. Mais qu'est-ce que ça pouvait me foutre? C'était vraiment n'importe quoi, ma psychologie. Je pouvais évidemment redemander à Azote ou bien je pouvais chercher par moi-même. Les sites internet ne manquaient pas, mais cela me paraissait bien vain. Rien qui ressemble à une érection n'était pour l'heure envisageable, mais sporadiques tentatives de masturbation ne me laissaient aucun doute à ce sujet. Ainsi le monde s'était transformé en une surface neutre, sans relief et sans attrait. Mes dépenses de fonctionnement du coup s'étaient considérablement réduites. Mais le montant des charges était si indécemment élevé que même en me limitant aux joies modérées de la nourriture et des vins, je pouvais au maximum escompter 10 ans avant que mon solde bancaire, s'approchant de zéro, ne termine le processus. J'avais l'intention d'opérer de nuit pour ne pas être arrêté par la vue du béton de l'esplanade. Je croyais peu à mon propre courage. Dans la séquence que j'avais prévue, le déroulement des événements était bref et parfait. Parfait. À l'entrée de la pièce principale, un commutateur me permettrait de relever les volets roulants en quelques secondes. En essayant d'éviter toute pensée, je me dirigeais vers la fenêtre, je faisais coulisser les baies vitrées, je me penchais et voilà, c'était fait. Je fus longtemps retenu par la pensée du temps de chute. Je m'imaginais flotter des minutes dans l'espace, reprenant progressivement conscience de l'inéluctable éclatement des organes au moment de l'impact, de la douleur absolue qui me traverserait de plus en plus envahie à chaque seconde de ma chute par un état de terreur affreux, total, qui ne serait même pas adouci
par la grâce bienheureuse d'un évanouissement. C'était bien la peine d'avoir fait des études scientifiques longues. La hauteur h parcourue par un corps en chute libre en un temps t était en réalité précisément donnée par la formule h égale 1 demi gt carré. G étant la constante gravitationnelle, ce qui donnait un temps de chute pour une hauteur h de v de h divisé par g. Compte tenu de la hauteur, 100 mètres presque exactement, de mon immeuble et du fait que la résistance de l'air pouvait pour ces hauteurs de chute être négligée, cela représentait un temps de chute de 4 secondes et demie, 5 secondes au maximum. Si l'on tenait absolument à introduire la résistance de l'air, pas de quoi, comme on le voit, en faire un drame. Avec quelques verres de Calvados dans le nez, il n'était même pas certain qu'on ait clairement le temps de penser. Il y aurait certainement bien davantage de suicides si les gens connaissaient ce simple chiffre, 4 secondes et demie. J'atteindrais le sol à une vitesse de 159 km/h, ce qui était un peu moins agréable à l'envisager. Mais bon, ce n'était pas de l'impact avant tout dont j'avais peur, mais du vol, et la physique l'établissait avec certitude. Mon vol serait bref. 10 ans, c'était beaucoup trop. Mes souffrances morales auraient atteint bien avant un niveau insoutenable et directement létal. Mais en même temps, je ne me voyais pas laisser un héritage. À qui d'ailleurs? À l'État? La perspective était suprêmement déplaisante. Il fallait donc que j'augmente le rythme de mes dépenses. C'était pire que mesquin. C'était franchement minable. Mais la perspective de mourir avec de l'argent sur mon compte, je ne pouvais pas la supporter. J'aurais pu donner, me montrer généreux, mais avec qui? Les paralytiques, les SDF, les migrants, les aveugles? Je n'allais quand même pas filer mon pognon à des Roumains. On m'avait peu donné, j'avais peu envie de donner moi-même. La bonté ne s'était pas développée en moi, le processus psychologique n'avait pas eu lieu. Les humains dans leur ensemble m'étaient au contraire devenus de plus en plus indifférents, sans même parler des cas d'hostilité pure et simple. J'avais tenté de me rapprocher de certains humains, et surtout de certaines humaines, parce qu'au départ elles m'attiraient davantage, mais de cela j'ai déjà parlé. Enfin, je crois que j'avais fait un nombre de tentatives normales, standards dans la moyenne, mais pour différentes raisons que j'ai également évoquées. Rien ne s'était concrétisé, rien ne m'avait permis de penser que j'avais un endroit pour vivre, ni un cadre, ni une raison de le faire. La seule solution pour réduire mon solde bancaire était de continuer à bouffer, d'essayer de m'intéresser à des mets onéreux et fins, truffes d'Alba, homard du Maine. Je venais de dépasser 80 kilos, mais ça n'influencerait pas le temps de chute, comme l'avaient déjà établi les remarquables expériences de Galilée, effectuées selon la légende à partir du sommet de la tour de Pise, mais plus probablement du sommet d'une tour de Padoue. Ma tour avait également un nom de ville italienne, Ravenne, Ancône, Rimini. La coïncidence n'avait rien d'hilarant, mais cependant il ne me paraissait pas absurde d'essayer de développer une attitude humoristique, d'envisager comme une plaisanterie le moment où je me pencherais par la fenêtre, où je m'abandonnerais à l'action de la pesanteur. L'esprit de plaisanterie était après tout, concernant la mort, atteignable. Des tas de gens se mouraient à chaque seconde, et ils y réussissaient parfaitement, du premier coup, sans faire d'histoire. Certains en avaient même profité pour faire des bons mots. J'y arriverais, je sentais que j'étais sur le point d'y arriver. C'était la dernière ligne droite. Il me restait 2 mois de Captorix sur mon ordonnance. Il faudrait sans doute que je revoie une dernière fois le docteur Azote. Cette fois, je devrais lui mentir, feindre une amélioration de mon état, éviter de sa part une tentative de sauvetage, une hospitalisation en urgence ou je ne sais quoi. Il faudrait que je me montre optimiste et léger, enfin sans exagérer non plus. Mes capacités d'acteur étaient restreintes. Ce ne serait pas facile, il était loin d'être bête, mais abandonner le Captorix même une seule journée n'était pas envisageable. Il ne faut pas laisser montrer la souffrance au-delà d'un certain niveau, sinon on se met à faire n'importe quoi. On avale du Destock Turbo et vos organes internes, composés des mêmes substances qui bouchent habituellement les éviers, se décomposent dans des souffrances horribles. Ou bien on se jette sur le métro et on se retrouve avec 2 jambes en moins et les couilles hachées en morceaux, mais toujours pas mort. C'est un petit comprimé blanc, ovale, sécable. Il ne crée ni ne transforme. Il interprète. Ce qui était définitif, il le rend passager. Ce qui était inéluctable, il le rend contingent. Il fournit une nouvelle interprétation de la vie, moins riche, plus artificielle et empreinte d'une certaine rigidité. Il ne donne aucune forme de bonheur, ni même de réel soulagement. Son action est de notre ordre.
Transformant la vie en une succession de formalités, il permet de donner le change. Partant, il aide les hommes à vivre ou du moins à ne pas mourir durant un certain temps. La mort, cependant, finit par s'imposer. L'armure moléculaire se fendit, le processus de désagrégation reprend son cours. C'est sans doute plus rapide pour ceux qui n'ont jamais appartenu au monde, qui n'ont jamais envisagé de vivre, ni d'aimer, ni d'être aimés, ceux qui ont toujours su que la vie n'était pas à leur portée. Ceux-là, et ils sont nombreux, n'ont, comme on dit, rien à regretter. Je ne suis pas dans le même cas. J'aurais pu rendre une femme heureuse. Enfin deux. J'ai dit lesquels. Tout était clair, extrêmement clair, dès le début. Mais nous n'en avons pas tenu compte. Avons-nous cédé à des illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d'infini des possibles? Cela se peut. Ces idées étaient dans l'esprit du temps. Nous ne les avons pas formalisées. Nous n'en avions pas le goût. Nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elles. Et puis, très longuement, d'en souffrir. Dieu s'occupe de nous en réalité. Il pense à nous à chaque instant et il nous donne des directives parfois très précises. Ces élans d'amour qui affluent dans nos poitrines jusqu'à nous couper le souffle, ces illuminations, ces extases inexplicables si l'on considère notre nature biologique, notre statut de simple primate, sont des signes extrêmement clairs. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs. Ils ont tous les signes et ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il faut vraiment, en supplément, que je donne ma vie pour ces minables? Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Il semblerait que oui.